Merci d'accueillir Thierry Gaillard, le patron d'Orangina. Bonjour. Alors, on dit qu'un dirigeant conscient se concentre plus sur le nous que sur le je. Et pourtant, moi je pense, je suis assez convaincu qu'avant de transformer une entreprise, avant de transformer son management ou son leadership, il faut se transformer soi-même. Ou en tout cas, se connaître, s'accepter, et puis se développer. Si je m'étais présenté devant vous à l'âge de 18 ans, je crois que vous auriez eu en face de vous un garçon d'une timidité maladive, incapable d'exprimer ses envies, ses besoins, ses frustrations. Et je suis progressivement sorti de cette réserve et de cette timidité pour devenir l'adulte que je suis, c'est-à-dire assez viscéralement épris de liberté, et d'abord de liberté de penser et de dire. Je crois que je suis sorti de cette réserve pendant mes années universitaires. Mais surtout, je garde en tête ce qui a été pour moi un acte fondateur. C'était le moment où je suis rentré dans le monde de l'entreprise et le moment où j'ai passé mes premiers entretiens de recrutement. J'ai vraiment un souvenir quasi intact des entretiens que j'ai passés dans un grand groupe international à la réputation exceptionnelle. 8 entretiens avec des hommes et uniquement des hommes, tous costumés en gris, cravatés, presque une caricature, et qui m'ont bombardé de questions. Et qui m'ont même à un moment donné cuisiné sur ma petite enfance. Et puis, j'ai un souvenir inénarrable de l'entretien de recrutement que j'ai eu chez le concurrent, direct. J'ai été reçu par un directeur marketing anglais qui m'a reçu en jean, basket, t-shirt, assis sur des cartons de déménagement. Bon, littéralement, il était en train de déménager, donc ce n'était pas anormal. Hein. Mais c'est surtout le souvenir d'une authenticité, d'une connexion, d'une liberté de parole d'ailleurs réciproque, qui m'a évidemment convaincu. Et à l'époque, je peux vous dire que 100% de mes professeurs et de mes amis m'ont convaincu d'aller chez le premier. Et je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis fait confiance, je me suis écouté, et je suis allé chez Unilever. Alors, vous devez vous demander pourquoi je vous raconte cette histoire. Je vous raconte cette histoire parce que je pense que l'on dirige comme l'on est. EST, hein, bien sûr. Je pense que nos cheminements personnels déterminent au final le manager ou le leader que l'on devient. Alors, il y a 20 ans tout juste, j'étais donc rentré chez Unilever, directeur marketing dans le monde des lessives. Ne rigolez pas, c'est un domaine tout à fait passionnant. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais choqué par le discours de mes patrons, qui m'expliquaient que le leader de ce marché avait creusé l'écart, avait pris de l'avance, et que l'écart était tel que voilà, c'était irrattrapable. Et je crois que déjà à l'époque, ce type de fatalisme, ce type de discours me heurtait profondément. Alors j'ai pris le risque de réunir autour de moi une petite équipe d'une vingtaine de personnes, pas forcément de mes équipes, d'âges différents, de métiers divers, mais tous animés par une envie de faire bouger les choses. Je les ai emmenés au vert, hein, donc à l'extérieur, et puis j'ai fait venir un psychanalyste pour travailler sur un concept freudien qu'on connaît tous, qui est celui de tuer le père. Et pendant 2 jours, littéralement, on a tué le père. C'est-à-dire qu'on a fait tomber ces barrières mentales qui, à force d'admiration, de respect exagéré pour ce leader écrasant et inaccessible, nous bloquaient, nous freinaient dans toutes nos ambitions. Je prends un raccourci. 3 ans plus tard, on avait gagné 17 points de part de marché et on avait réduit quasiment la totalité de l'écart avec ce concurrent.
Alors, quels enseignements j'en tire? Je crois que ce que j'ai appris à l'époque, c'est d'abord à oser. Hein, vous imaginez, il y a 20 ans, faire venir un psychanalyste, expliquer à son patron qu'on va finir un psychanalyste dans l'entreprise. Regardez avec des yeux comme ça, ce type est fou. Je crois que j'ai appris à oser, j'ai appris à faire confiance à mon intuition. J'ai vu aussi quel bénéfice il pouvait y avoir à sortir du cadre et parfois à voir les choses simplement sous un angle un peu différent. Et puis, j'ai découvert déjà à l'époque la magie de l'intelligence collective. J'ai vu à quel point le rôle d'un leader, c'est d'inspirer et finalement de laisser beaucoup de liberté et de laisser du champ, beaucoup plus que d'imposer ses vues et de décider de tout. Première expérience marquante. Quelques années plus tard, j'étais directeur de Mars Chocolat France. Bon, beau métier, je vendais des M&M's, des stickers, des Twix, des Mars, de la confiserie de chocolat. Plutôt très sympa comme marché. Mais quand je suis arrivé, j'ai dû d'abord m'employer à restructurer une usine de crème glacée. Alors certains d'entre vous le savent probablement, quand on gère un PSE, un plan social littéralement, la loi vous oblige ou vous contraint à réserver l'essentiel des informations et des conversations aux représentants du personnel. Vous ne pouvez pas dire grand-chose au reste des salariés. Et à l'époque, j'ai senti monter dans tout le reste de l'entreprise, les bureaux, les vendeurs sur le terrain, les autres usines non impactées par la réorganisation, j'ai senti monter une sorte d'inquiétude, de stress. J'entendais à la machine à café le bruissement de ces questions non exprimées, de ces questions taboues. Alors du coup, j'ai eu l'envie, très spontanée, de rassembler tout le monde sur l'open space, 300 personnes, simplement pour parler. Et j'ai le souvenir d'une heure de conversation, dans la limite de ce qu'on me permettait de dire, mais d'une conversation franche, sincère, directe, et qui a redonné de la confiance et de l'énergie à tout le monde. À commencer probablement par moi. Et j'ai eu cette intuition qu'il fallait à un moment donné poursuivre cette conversation, presque la ritualiser. Alors ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que on a créé une session mensuelle de 30 minutes montre en main, qui se passait toujours le même jour dans le mois, toujours au même endroit dans l'open space. On lui a même donné un nom, le Ça se discute, du nom de l'émission Ça se discute de feu Jean-Luc Delarue. Et il y avait même un jingle musical qui annonçait le démarrage de la session. Donc un vrai rituel. Et honnêtement, j'ai le souvenir de conversations extraordinaires. Alors parfois sur des sujets stratégiques, parfois sur des sujets de la vie quotidienne, parfois drôles, parfois tendus, mais dans tous les cas, ce type de conversation qui libère la parole et qui élimine les non-dits. Alors évidemment, aujourd'hui, je suis le patron d'Orangina et assez logiquement, j'ai eu envie de mettre en place le même type de session. Donc chez nous, ça s'appelle les Shake Live. Ça a lieu tous les mois, à la fois dans nos bureaux de Neuilly, d'Aix-en-Provence, dans nos 4 usines. Et puis, depuis quelques semaines, on a innové et on le fait avec l'ensemble de notre force de vente par link ou par vidéo. Aujourd'hui, troisième exemple, aujourd'hui, je dirige depuis 3 ans et demi Orangina Suntory France. Là aussi, beau métier, je vends de l'Orangina, du Schweppes, de l'Oasis, du Champomy et quelques autres belles marques. Quand je suis arrivé, on avait changé d'actionnaire, on était auparavant géré par des fonds d'investissement, on avait été acheté par un grand groupe familial japonais. On a belle marque, un actionnariat stable, plutôt orienté vers le long terme, des collaborateurs très, très engagés, mais manquait véritablement un projet d'avenir, une vision, et puis manquait aussi du sens un peu comme ce que Simon Sinek décrit dans son Why. Mais fondamentalement, je suis assez persuadé que le temps où le patron dessinait la stratégie, écrivait la vision, et puis essayait d'embarquer tout le monde par qui m'aime me suivent, ou qui me croient me suivent, je crois que ce temps-là est révolu. Je crois que quand on travaille sur une vision à 5 ou 10 ans, ou un projet d'entreprise, c'est tout simplement trop important, trop engageant, trop structurant pour que ça soit le fait d'un seul homme ou d'une femme, même si c'est le patron.
Donc j'ai voulu co-construire cette vision, j'ai rassemblé 70 personnes, donc une équipe de direction bien sûr, les 40 managers clés de l'entreprise, c'est assez classique, et puis une équipe de corsaires. Alors les corsaires, c'est quoi? C'était 25 personnes, cadres ou non cadres, peu importe leur âge. Il y avait des gens, des collaborateurs arrivés depuis quelques mois, et puis d'autres étaient là depuis 25 ans, tout métier. Mon seul critère a été que je voulais des esprits libres, je voulais des gens qui soient capables de dire les choses, voilà, d'exprimer leurs convictions, de questionner, de challenger. Ça a été une aventure passionnante. Passionnante, mais challengeante, y compris pour moi. Ça m'a demandé beaucoup d'écoute, et puis ça m'a aussi demandé une forme de lâcher prise. Lâcher prise parce que j'avais moi-même évidemment des idées, des convictions, que j'avais envie d'exprimer. Quand c'est le patron, c'est pas anodin. Et trouver cet équilibre entre dire, expliquer ce que l'on veut, et puis laisser néanmoins de l'espace de liberté à ses collaborateurs pour qu'ils expriment eux-mêmes leurs envies, leurs rêves, ben c'est parfois un challenge. Mais la co-construction a été absolument clé. Je crois fondamentalement à ça. Le bénéfice de la co-construction, il y a quelqu'un qui l'a dit mieux que moi, donc je vais utiliser ces mots. Il y a quelques jours, je lisais une interview de Claude Onesta, qui est l'ancien entraîneur de l'équipe de France de handball. Un leader vraiment charismatique dans un autre domaine. Il a défini ce bénéfice en disant « Si tous participent à la construction de l'édifice, alors ils n'auront pas envie de détruire la maison commune. » Et c'est tout à fait ça. Ce projet n'est pas ma vision, elle est notre vision, elle n'est pas mon projet, elle est le projet de... Voilà, sinon toute l'entreprise, en tout cas d'un grand nombre de collaborateurs. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle va être la prochaine étape? Bon, je vais vous livrer un petit secret. Mais vous ne le répétez pas, s'il vous plaît, parce que c'est le prochain projet qu'on va essayer de mettre en œuvre d'ici quelques jours. Je voudrais lancer une plateforme d'innovation participative. Voilà, c'est un format digital. Je ne l'ai pas encore annoncé en interne, donc c'est pour ça que... Et pourquoi? Parce que je pense que la co-construction est tellement importante qu'il ne faut pas qu'elle soit ponctuelle à un moment donné sur le projet d'entreprise. Je crois qu'il faut qu'elle soit tous les jours, quotidiennement. Je crois qu'il ne faut pas qu'elle implique 70 managers, mais il faudrait que... Mon rêve, c'est qu'elle implique 1400 collaborateurs à tous les niveaux. Et qu'elle ne concerne pas seulement l'innovation produit, mais aussi l'innovation managériale, la relation client, la relation fournisseur, bref, voilà, l'ensemble des domaines de l'entreprise. Bon, mais on n'en parle pas pour l'instant. Hein. 2 mots de conclusion. J'ai commencé en vous disant en vous parlant de dirigeants conscients. Moi, vous l'avez compris, je suis convaincu que oser un leadership différent est possible. Et je dis bien oser. Un leadership qui mette ses excès d'ego de côté, qui assume que le leader peut aussi être vulnérable parfois, qui permettent le droit à l'erreur, qui permettent de diriger autant avec la tête que le cœur, et puis qui évidemment crée les conditions de l'épanouissement de ses collaborateurs. On me pose souvent 3 questions assez classiques. La première, c'est est-ce qu'on peut faire ça partout? Bon, ma conviction, c'est que oui. Je m'efforce de le mettre en œuvre dans un groupe, dans une entreprise de taille significative. Il y a 1400 collaborateurs, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 sites un peu partout en France. On appartient à un grand groupe international. Donc je me dis que si c'est possible là, ça devrait être possible partout. La deuxième question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que cela requiert? Et j'ai essayé de vous le dire, je pense que ça commence par un travail sur soi. Je crois qu'il faut d'abord être conscient que la puissance du leadership est plus importante que le pouvoir. Je pense qu'il faut faire preuve, je crois, de lâcher prise à certains moments. Et puis d'humilité. Et je vais me risquer à une comparaison avec l'éducation des enfants. On est quelques milliards sur Terre, et on peut se dire que depuis le temps, l'éducation des enfants, c'est probablement un des domaines dans lequel l'humanité a accumulé une des plus grandes sommes de savoir et d'expérience. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des parents dans la salle comme moi, vous savez à quel point on passe son temps à douter et à se tromper. Voilà, et ben je crois que c'est la même chose en matière de management des hommes. Puis dernière question qu'on me pose souvent, c'est bon, est-ce que tout ça, c'est compatible avec la performance financière, cette course à la performance économique et financière qu'on voit toujours autour de nous. Et alors là, je vous le dis très net, il n'y a pas de débat pour moi.
Je suis chef d'entreprise, je ne vis pas dans un monde de bisounours. Je suis conscient tous les jours que la croissance et la rentabilité sont les piliers de la pérennité de l'entreprise. Simplement, je pense qu'un leadership différent, ce que j'appelle un leadership conscient, il recherche la performance économique et financière et, ou peut-être même par, l'épanouissement de ses collaborateurs. Voilà, merci de votre attention et à bientôt sur ce chemin.